Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour ces éphémérides du mois de juillet 2021. Alors bien sûr en compagnie de Pascal et de Mathieu, nos astronomes amateurs du 49. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et pour cette émission, nous avons au programme de ces éphémérides, notamment pour parler d'événements la planète Vénus, qui sera en transit en plein cœur de la crèche le 3 juillet. Mais aussi on parlera notamment de Pluton qui passe à l'opposition, ou encore des lunes Io et Callisto de Jupiter qui feront le show. Alors, dans cette émission, nous verrons aussi l'activité solaire du mois précédent, donc quelle a été son activité au mois de juin. Et pour terminer, nous vous présenterons une photo qu'a choisi Mathieu de nous présenter ce mois-ci. Et tout d'abord, nous allons commenter cet événement du 3 juillet. Vénus transite en plein cœur de l'amas de la crèche. Et donc, Pascal, tu vas nous en dire un peu plus sur cet événement. Est-ce que ce sera beau à voir? Voilà, alors effectivement, l'amas de la crèche est connu depuis l'Antiquité, en fait. Elle a d'autres noms aussi, on l'appelle l'amas de la ruche, ou encore M44. En fait, elle se situe à peu près à 610 années-lumière. Et effectivement, notre planète Vénus va passer au centre de cet amas. Donc, c'est un spectacle intéressant parce qu'elle sera facilement repérable même à l'œil nu. Sa taille apparente sera de 70 secondes d'arc. Et cet amas est intéressant parce que on lui donnait à peu près entre 50 et 100 étoiles il y a quelques temps. Et dernièrement, en fait, les dernières études ont montré qu'elle pourrait contenir plus de 1000 étoiles. Donc, vraiment, alors on s'imagine à 610 années-lumière, cet amas ici, et puis la planète Vénus, comme ça, qui va passer à travers, ça va être magnifique. La magnitude visuelle de cet amas sera d'à peu près 3,1. Alors, où est-ce qu'on va la repérer? Bien, tout simplement dans la constellation du Cancer. Alors, comment on va faire pour la repérer? Eh bien, on va chercher forcément l'étoile du Berger vers l'ouest. Et d'ailleurs, il faudra faire attention parce qu'elle sera relativement basse sur l'horizon. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cet amas, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo de Mathieu qu'il a faite au mois de février et dans laquelle il fait une excellente description de cet amas de la crèche, de la ruche, ou encore M44. Oui. Alors, je ferai quelques petits ajouts concernant l'observation de l'événement. En fait, Vénus passe à 0,1 degré de l'amas M44, donc c'est relativement près, c'est même très près d'ailleurs. Pour trouver Vénus, c'est pas très compliqué. En fait, pour trouver d'ailleurs l'événement tout court, il va falloir se baser sur Vénus, qui est le jalon par excellence dans le ciel du crépuscule. Tout simplement parce que Vénus va dévoiler petit à petit tout son éclat au fur et à mesure de l'avancée du crépuscule, après le coucher du soleil. Si vous observez au télescope Vénus, sachez qu'elle va rester très gibbeuse, puisque actuellement on est sur un ordre de 90% de phase, donc ça veut dire qu'elle est pratiquement pleine, si on pouvait reprendre les mêmes expressions que celles que l'on utilise pour qualifier les phases de la Lune. De son côté, M44, c'est totalement différent. On est quand même sur un objet du ciel profond, comme le disait Pascal tout à l'heure. Sa magnitude globale atteint plus 3, même si dans la réalité, les étoiles les plus brillantes ne dépassent pas plus 6. Autant vous dire qu'à l'œil nu, vous ne séparerez pas les étoiles, donc vous ne verrez qu'un objet flou et nébuleux. Et encore, cela sous un ciel bien sombre, voire quasiment noir. Ce qui n'est pas forcément le cas au crépuscule, et ce qui ne sera pas forcément le cas non plus tout court, puisque
les deux objets, Vénus M44 étant très basse sur l'horizon au crépuscule, quand le ciel deviendra noir, eh bien, les deux planètes seront malheureusement couchées, même si vous avez un horizon très dégagé. Alors, vers quelle heure à peu près? Attendez que le ciel s'assombrisse, comme je le disais tout à l'heure, pas trop non plus. Donc, un ordre de grandeur entre 22h30 et 23h, selon que vous êtes à l'est ou à l'ouest de la France. Il faut savoir qu'il y a un petit décalage horaire, évidemment. Et cherchez donc au ras de l'horizon ouest-nord-ouest, pour être très précis, le plus dégagé possible, avec une paire de jumelles pour des conditions optimales, parce que si M44 ne sera pas évidente, eh bien Vénus au crépuscule, si le ciel est encore un peu clair, c'est pas évident non plus de la repérer, donc une petite paire de jumelles sera la bienvenue. Voilà donc un bel événement à pouvoir observer dans le ciel du soir. Maintenant, nous passons à l'événement du 5 juillet, et c'est la planète Mercure qui se trouve en élongation ouest maximale du Soleil. Donc Mathieu, est-ce que cette planète Mercure, va-t-on pouvoir l'observer à l'œil nu? Alors il faut savoir que ce n'est pas forcément la saison idéale pour les élongations de Mercure. En fait, pour en profiter au maximum, l'idéal serait qu'elle tombe au printemps de façon à ce que le plan orbital de Mercure soit quasiment perpendiculaire à l'horizon. Alors, cela est valable sous nos latitudes, mais c'est moins gênant à des latitudes plus basses, comme par exemple les tropiques. De ce fait, Mercure est plutôt basse sur l'horizon est-nord-est et elle sera à observer entre 5h et 5h30, là encore, selon la longitude où vous vous situez sur notre territoire français. Alors, Mercure, sa magnitude est positive, ce qui peut la rendre difficile à trouver dans un ciel en pleine illumination à l'aube. En théorie, n'importe quelle lunette astronomique permettra de voir la face de Mercure, à condition d'observer à travers une atmosphère stable et transparente. Quant aux détails de surface, eh bien, rien à voir, à moins d'avoir un gros télescope bien collimaté et peut-être avec l'ajout d'un filtre rouge ou orangé. Voilà, Mercure, c'est une planète quand même assez difficile à observer. Oui, effectivement. Alors, le 13 juillet, nous avons les deux planètes, donc Vénus et Mars, qui se rencontrent au crépuscule. Alors, Pascal, peux-tu nous en dire un peu plus sur les conditions d'observation? Voilà, donc effectivement, à vos agendas, je dirais, parce que c'est le jour J, pour photographier effectivement en même temps Vénus et Mars, hein, donc ils vont se rencontrer à l'opposition. Alors c'est un spectacle qui pourra même se voir à l'œil nu, en fait, parce que Vénus sera très brillante et facile donc à repérer. Alors pourquoi j'ai dit à vos agendas? Parce que on n'aura en fait qu'une demi-heure hein, pour photographier, parce que cet événement sera visible entre 22h40 et 23h10. Donc on n'aura pas beaucoup de temps. Où est-ce qu'on va pouvoir le faire? Eh bien, là encore, on sera très proche de l'horizon. En fait, à peine 5 degrés. Quelle direction? Eh bien, pareil qu'avec Vénus au centre de l'amas de la crèche, hein, direction ouest-nord-ouest. Mais attention, il va falloir rechercher un horizon bien dégagé. Et je D'accord. note en plus, tu en as parlé tout à l'heure Pascal, je note en plus la présence d'un petit croissant de lune, 15% de phase, Oui, qui oui, sera au-dessus, exactement. à gauche du duo. Voilà, ne pas oublier. Exactement, Donc, ça rendra, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. ça rendra l'événement encore plus photogénique, bien évidemment. C'est vrai. Et puis, il faut savoir que si Vénus est immanquable, eh bien Mars est un petit peu moins brillante, de l'ordre de 180 fois moins que Vénus. Donc, évidemment, elle ne sera pas forcément évidente à l'œil nu. Par contre, aux jumelles ou dans un petit instrument d'astronomie, eh bien, vous séparez les deux objets sans difficulté. Alors, au télescope, pas de changement pour Vénus par rapport aux trois. Par contre, pour Mars, eh bien, ce sera un petit point rouge, vraiment tout petit, pour vous donner
un ordre de grandeur, eh bien, c'est aussi petit que la planète Uranus au télescope. Donc, c'est pour vous dire à quel point Mars maintenant est à très grande distance de nous. Bientôt d'ailleurs de l'autre côté du Soleil par rapport à nous. Mais elle a l'avantage par rapport à Uranus, Mars, d'être beaucoup plus brillante, bien évidemment. Alors, évidemment, pas question de songer à choper des détails sur la surface de Mars, même avec un gros télescope amateur, tout au moins en visuel. D'accord. Mais en tout cas, ça reste toujours un très bel événement et on espère que la météo sera bonne pour pouvoir observer ce magnifique événement. Maintenant, nous avons le 17 juillet, c'est Pluton qui passe à l'opposition. Alors, comment va-t-on pouvoir observer Pluton dans le ciel, Mathieu? Alors, le meilleur moment pour chercher un objet dans le ciel, c'est lors de son passage au méridien, quand il est le plus haut sur l'horizon sud, soit à l'heure d'été, vers 2 heures du matin. Voilà. Donc, pour Pluton, c'est le moment idéal. On rappelle une chose, c'est lorsque un astre passe à l'opposition, eh bien, ça veut dire qu'il est en fait à l'opposition par rapport au Soleil, du point de vue de la Terre, bien évidemment. Ce qui signifie que quand le Soleil se lève, eh bien, l'objet en question qui passe à l'opposition se couche, et vice-versa. Quand le Soleil se couche, l'objet se lève à son tour. Alors, il y a quand même 2 gros inconvénients à l'observation de l'opposition de Pluton. Déjà, le premier, c'est sa 14e magnitude, qui élimine d'office l'utilisation de tous les instruments optiques inférieurs à 150 ou 200 mm. Et quand bien même vous possédez un gros Dobson, par exemple, eh bien Pluton restera toujours un très gros challenge. Le deuxième inconvénient, eh bien, il s'agit de sa proximité à la Voie lactée. Parce que Pluton est localisé à l'est du Sagittaire, c'est une région qui fourmille d'étoiles de tous éclats, et sans une bonne carte du ciel détaillée, eh bien, vous serez très vite perdu. Alors, il y a toujours une option intéressante, c'est la photo. La photo vous laissera une amplitude de recherche beaucoup plus confortable, et vous pourrez tranquillement passer sous la barre des 150 mm d'ouverture. Une photo brute, bien mise au point, eh bien, voilà, une photo brute bien mise au point, chaque nuit, voilà, c'est ça, hein, pendant 1 semaine ou 2, et vous pourrez suivre son déplacement. Alors, inutile de chercher Charon, hein, qui est la plus grosse lune de Pluton. En effet, sa 16e magnitude et sa grande proximité à Pluton, eh bien, la noiera complètement dans le même point de lumière. Alors, même en photo, cela pourrait être, en tous les cas, très difficile, voire impossible. D'accord, donc pour cet événement sur cette planète naine Pluton. Pour finir avec les événements, nous avons le 29, ce sont les lunes Io et Callisto qui font le show sur Jupiter. Alors Mathieu, comment peut-on s'y prendre pour bien observer ces lunes sur Jupiter? Alors déjà, on commence par trouver Jupiter. C'est pas très compliqué. Jupiter, c'est un peu comme Vénus, hein, c'est très très brillant dans le ciel. Vénus, c'est le point lumineux le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, donc l'objet le plus facile à trouver, tellement brillant qu'il surpasse de très loin l'éclat de toutes les autres étoiles du ciel. Jupiter, c'est un peu la même chose, en un petit peu moins puissant, mais pas beaucoup, hein. Vous avez juste entre 1 et 2 magnitudes d'écart, donc c'est quand même très faible. Alors, pointer Jupiter dès minuit, après son lever, ce sera sur l'horizon sud-est. Alors, passons au vif du sujet, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tout d'abord, on va commencer par citer dans l'ordre chronologique les événements. Il y en a certains, en tous les cas au début, qu'on ne pourra pas voir du fait que Jupiter ne sera pas encore levé, ou alors ça sera vraiment trop limite. À moins d'avoir un horizon très dégagé, vous ne verrez rien. Mais quand bien même, sachez que quand vous observez une planète, lorsqu'elle est très 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 basse sur l'horizon,
vous allez voir quelque chose de pâteux, d'illisible, de vraiment mauvais à observer. C'est très moche, surtout si vous avez en plus de ça une turbulence infernale. Alors, on commence à 22h05. Alors là, Jupiter n'est pas encore levé, mais l'ombre de Io fait son entrée sur le disque jovien. À 22h37, eh bien, c'est au tour de la Lune même, Io, de faire son entrée devant le disque de Jupiter. Donc là, on entre dans le transit de Io. Ensuite, à 22h39, eh bien, c'est l'ombre de Callisto qui jusque-là était en train de passer en transit sur le disque de Jupiter qui sort donc de la planète. Et ensuite, on rentre vraiment dans ce qui va devenir accessible à tout le monde. À partir de 23h10, eh bien, c'est au tour de Callisto, la Lune donc même, et non plus son ombre, de faire son entrée sur le disque de Jupiter, 23h10, pardon, sachant que c'est converti en heure locale. Ensuite, à minuit 24, eh bien, c'est l'ombre de Io qui sort à son tour de la planète. Donc, vous aurez un certain temps de latence pour pouvoir observer l'éclipse de Io passer sur le disque jovien. Ensuite, c'est la Lune Io qui sort à son tour de Jupiter à minuit 55. Et enfin, la Lune Callisto qui fait également sa sortie du disque jovien à 3h31 du matin. Donc, ce sera la dernière à quitter définitivement la scène de Jupiter. Voilà. Donc là, évidemment, on sera dans la nuit du 29 juin au 30. Alors, sachez une petite note juste pour terminer, concernant la grande tache rouge. On aime bien voir la grande tache rouge. Et alors, c'est d'autant plus spectaculaire quand on a affaire également à des phénomènes mutuels, donc des éclipses multiples comme aujourd'hui, comme le 29 juillet. Eh bien, malheureusement, la grande tache rouge ne sera pas visible au moment des phénomènes mutuels, mais par contre, elle le sera après la fin des phénomènes mutuels, en toute fin de nuit. Donc, si éventuellement vous ne souhaitez pas observer ces éclipses parce que ça tombe en plein milieu de nuit et c'est tout à fait compréhensible, en plein milieu de nuit, on aime bien dormir. Donc, en fin de nuit, eh bien, vous aurez toujours la possibilité de vous rattraper avec la grande tache rouge de Jupiter. Voilà, c'est ça tout à fait. Et donc, Pascal, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Donc, une semaine avant, donc c'est-à-dire le 22, vers 2 heures du matin, et ceci malgré une lune bien brillante, puisqu'elle sera à peu près à 94% de son éclairage, eh bien on pourra observer non pas 2 lunes de Jupiter, mais 3, avec effectivement Io, Calypso, mais également Ganymède, qui seront très proches les unes des autres. Alors, inutile de chercher Europe à ce moment-là, puisqu'elle se trouvera de l'autre côté en fait, de Jupiter. Voilà. D'accord. Bah, merci Pascal pour cet événement. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission et nous allons tout d'abord commenter l'activité du Soleil du mois de juin 2021. Et donc, Mathieu, je te laisse faire un petit résumé. Voilà, alors le mois dernier, nous nous étions quittés avec la région active 2827. Avec son champ magnétique bêta-gamma, elle abritait l'énergie nécessaire pour provoquer des éruptions de classe M. Mais elle n'en aura pas le temps, car dès les premiers jours de juin, eh bien, son champ magnétique se simplifiera, réduisant la menace d'une grosse éruption solaire. On passe sur toutes les petites tachouilles qui s'en suivront et qui ne donneront d'ailleurs pas grand-chose pour arriver au 10 juin avec l'explosion de la tache AR 2831. C'est une toute petite tache qui a projeté un panache de plasma massif de 400 000 km de long pour une vitesse de 2800 km par seconde, c'est-à-dire 10 millions de kilomètres par heure. Alors, pour vous donner une idée de grandeur également, 2800 km par seconde, c'est à comparer avec les
400, 500 km/s habituels que l'on observe concernant la navigation du vent solaire dans le système solaire. Donc, on est sur une vitesse qui est à peu près 5 fois, retenez-moi si je me trompe, hein, je calcule de tête, 5 fois plus élevée que la vitesse du vent solaire normale. Alors, c'est un petit événement observable par les amateurs en H-alpha pendant, et oui, le grand événement qui se produisit le même jour que fut la tant attendue éclipse solaire annulaire au pôle Nord et partielle chez nous. Le 12 juin, l'ancienne tache AR 2824 réapparaît après un tour complet du Soleil. Alors, par tradition, eh bien, on va la renommer AR 2833. Stable et silencieuse, elle n'en reste pas moins remarquable aux instruments amateurs. Le 25, une nouvelle région active prend naissance dans l'hémisphère sud du Soleil et croît très rapidement. 2 jours après, elle est large comme 2 fois la Terre. Le complexe de taches solaires 2835-2836 crépite d'éruptions de classe C. Pour sa taille imposante au 29 juin, eh bien cela reste une région plutôt calme. Une tempête est toujours possible. Mon conseil, jetez-y un œil et si vous le pouvez, eh bien parce que le spectacle sera vraiment impressionnant. C'est encore le cas à l'heure actuelle en cette fin du mois de juin. Voilà, donc pour cette activité du Soleil. Maintenant, nous vous informons donc de la visibilité des planètes, mais aussi de la Lune, à commencer d'ailleurs par la Lune, et le 1er juillet à 23h10, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera visible. Le 5 à 16h48, la Lune sera à l'apogée. Le 10 juillet à 3h17, c'est la nouvelle Lune. Le 17 à 12h11, c'est le premier quartier de la Lune qui sera visible. Le 21 à 12h30, la Lune est au périgée. Le 24 à 4h37, ce sera la pleine Lune. Et enfin, le 31 à 15h16, c'est de nouveau le dernier quartier de la Lune qui sera visible. Pour ce qui est de Mercure, alors au début du mois, elle sera visible dans les lueurs de l'aube. À partir du 15, elle sera difficilement visible peu avant le lever du soleil. Et à la fin du mois, elle deviendra inobservable. Vénus, on pourra l'observer en tout début de soirée, durant ce mois de juillet. Mars, elle sera observable en tout début de soirée également. La planète naine Cérès, on pourra l'observer en fin de nuit au début du mois, et à la fin du mois, on pourra l'observer dans la seconde partie de nuit. Pallas, alors, il sera observable pratiquement toute la nuit au début du mois, et à la fin du mois, ce sera observable vraiment toute la nuit. Junon, alors on pourra l'observer toute la nuit au début du mois, et à la fin du mois, on pourra l'observer seulement en première partie de nuit. Vesta, elle sera observable en début de nuit au début du mois, et seulement au début de soirée à la fin du mois. Jupiter, alors on pourra l'observer pratiquement toute la nuit au début du mois, et toute la nuit à la fin du mois. Saturne, elle sera observable toute la nuit. Uranus, on pourra l'observer en seconde partie de nuit. Neptune, on pourra l'observer en seconde partie de nuit au début du mois et elle sera pratiquement observable toute la nuit vers la fin du mois. Et enfin, la planète naine Pluton, elle sera observable toute la nuit. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cette émission et avant de la clôturer, eh bien, Mathieu, tu vas nous présenter une de tes photos, une photo qui date de juin. Donc, je te laisse la présenter. Alors, quelle autre photo aurais-je pu présenter?
à part celle qui a permis de nous montrer le bel événement que nous avons pu voir le 10 juin, de cette belle éclipse partielle de soleil ici en France. Je pense qu'il n'y avait aucun autre événement qui surpassait celui-ci. Et en plus de ça, c'était de journée. Donc, pour les fainéants comme moi, eh bien, c'était le bon jour pour faire des observations. Alors, je rappelle très rapidement quelle a été l'ampleur de l'événement. En fait, donc, l'événement a eu lieu entre 11h et 13h environ, à quelques minutes près selon les régions en France. Pour moi en particulier, eh bien, c'était quelques minutes après 11h jusqu'à quelques minutes après 13h. L'événement maximal se situant, donc, c'est-à-dire le moment où la Lune était au maximum de son avancement sur le disque solaire, eh bien, se situait aux alentours de quelques minutes après midi. Voilà, chez nous. Ici, dans la région où nous sommes en Anjou, eh bien, la phase de partialité de cette éclipse a atteint les 13%. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, en première heure, on n'a pas été très, très gâtés. On a même eu un petit peu peur. On était ensemble avec Pascal pour suivre le phénomène en direct. On n'a pas été très gâtés. On a quand même eu on avait une petite couverture nuageuse qui couvrait le soleil. On apercevait le soleil par intermittence à travers des petits trous comme cela, éparses. Et puis finalement, à partir du maximum de l'événement, donc aux alentours de midi, eh bien, la couverture nuageuse s'est évacuée et on a eu le droit à une belle éclaircie jusqu'à la fin du phénomène, donc vers 13h. Donc, voilà, la photo que je vais vous montrer, en fait, c'est au moment du maximum de l'événement, donc quelques minutes seulement après que le maximum soit passé. Chez nous, c'était dans les environs de midi 03, midi 04. Ma photo, c'est dans les environs de midi 8, midi 10. Voilà, donc 5 minutes après seulement le maximum. Et à noter que voilà, cet événement, on a pu le suivre ensemble avec Pascal, mais en plus de cela, eh bien, nous étions par visioconférence connectés donc, sur mon télescope et une trentaine de personnes nous a rejoints pour suivre l'événement. C'était quelque chose de formidable à partager en tous les cas. Dont certains de la Martinique directement. Voilà, exactement. Donc, c'était vraiment un partage intercontinental. Eux étaient d'autant plus courageux qu'il était très tôt chez eux. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que... Et moi-même, j'ai pu me connecter puisque je pouvais pas voir en direct. Mais en tout cas, c'était très beau. Très bel événement. Eh bien, nous voilà à la fin de cette émission. Nous remercions à tous de nous avoir suivis, à tous nos abonnés en particulier. Et nous vous invitons à mettre un pouce j'aime et à commenter nos vidéos, ça nous fait toujours très plaisir. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et notamment, on parlera de deux oppositions, celle de Saturne et celle de Jupiter. En tout cas, d'ici là, eh bien, restez à l'écoute, continuez de fouiller notre chaîne, vous trouverez sûrement du contenu très intéressant. Et on vous souhaite à tous un bon ciel.